Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Attends, j'arrive. Il faut appuyer juste une fois. Là, tu l'as éteint. Allez, tu l'as éteint. C'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'Agroparc, c'est Cap Excellence, à travers son programme de l'Agroparc Caraïbes Excellence, qui est à l'initiative de ces Ticosé. Le but de ces Ticosé, c'est justement donner la parole aux acteurs de l'agro-transformation. Cap Excellence s'est engagé dans une stratégie alimentaire qui revêt plusieurs programmes. Alors, il y a l'Agroparc Caraïbes Excellence, il y a Joue à Tradition dont M. Vardaracet va vous parler, il y a aussi Locavore, c'est une application dont une autre collègue va vous parler, et il existe également des programmes d'éducation alimentaire Cap-Vert, et également des programmes liés à la santé et l'alimentation qui s'appellent SAVET. Pour vous montrer que Cap Excellence s'investit beaucoup dans tout ce qui est alimentaire, toujours dans l'optique justement d'une autonomie, réduire nos importations alimentaires. L'objectif de ces Ticosé, c'est justement donner la parole à tous ces acteurs, agriculteurs, transformateurs, qui ont quelque chose à dire sur leur métier, leurs activités, échanger, recueillir votre parole. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour vous, mais c'est quelque chose qu'on fait avec vous. Donc la parole est libre et justement, on va faire en sorte de vous donner la parole sur toutes ces filières liées dans un premier temps à la transformation des fruits et légumes. Donc, je vais laisser Dina parler du calendrier des Ticosé avant de poursuivre sur la suite du programme. Alors, les calendriers des Ticosé, effectivement, c'est le 5e aujourd'hui. Alors, on va continuer vendredi. Nous serons du côté de la salle Réminé Souta. À Pointe-à-Pitre, on parlera de la filière boulangerie-pâtisserie. Le 24, on sera à la MJC des Amis pour la filière condiments. Et on va clôturer le 26 avec la filière cosmétique issue de l'agriculture locale. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est fruits et légumes, c'est bitin à pays là. On continue. Et je présente aussi le sommaire pendant qu'on y est. Voilà. Donc, on va partir sur une petite présentation PowerPoint que vous allez voir ici. Premièrement, nous verrons l'agriculture, l'Agroparc Caraïbes Excellence, équipement économique pour l'agro-transformation locale. On verra aussi une petite définition des produits transformés local, le secteur local de l'agro-transformation, ainsi que quelques chiffres clés qui sont très importants à connaître pour bien comprendre le secteur, les enjeux du secteur, justement, de l'agro-transformation en Guadeloupe, suivi des forces et des faiblesses du secteur local de l'agro-transformation. Ensuite, on verra également la consommation des produits alimentaires locaux et on va finir avec les filières de transformation de fruits. Enfin, on verra les fruits et légumes, voilà, avec Madame Joseph, hein, c'est ça? Elle est, ça va, c'est pas stressé aujourd'hui, non, ça va, super. Alors, on continue tout de suite. Alors, Madame Pommier va nous faire la petite présentation de l'Agroparc Excellence Caraïbes, un équipement économique pour l'agro-transformation locale. On va vous passer un film pour avoir plus de précision concernant le programme de l'Agroparc Caraïbes Excellence. Le petit film arrive. Et voilà, notre connexion Internet est instable. Est-ce qu'on aura ce petit film ou pas? De toute façon, dans tous les cas, ce petit film sera disponible sur le site internet de capexcellence.net. Donc, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on fait là, on passe à la suite ou en attendant que ça redémarre? Les objectifs de l'Agroparc, c'est quoi? C'est accroître les débouchés des produits issus de l'agriculture locale, augmenter la valeur ajoutée justement de ces produits, permettre le développement de nouvelles activités créatrices d'emplois, donner une visibilité aux produits transformés à l'export, favoriser la recherche et le développement des agro-ressources locales, favoriser la création d'emplois qualifiés et permettre à tous de consommer des aliments locaux, sains et de qualité. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire une conférence sur les fruits et légumes, c'est vraiment d'échanger avec vous. Donc, on va retracer un peu le programme qui est à l'initiative de ces rencontres, l'Agroparc. On va en parler succinctement de l'agro-transformation en Guadeloupe. Je vais donner la parole à M. Vardaracet qui va vous parler de Joue à Tradition, ainsi qu'à Mariam Guembé qui va vous parler
de Locavore. Ce sont des outils à destination des transformateurs et des agriculteurs, des outils concrets qui vous permettent justement d'avoir une visibilité. Et on va parler après un peu plus en détail de la filière fruits et légumes locaux avant de vous donner la parole. Je ne sais pas si le film est prêt. Je pense qu'on va abandonner cette histoire de film parce que et on continue. D'accord. L'agroparc, c'est quoi? C'est un équipement qui a pour objectif de structurer justement les filières d'agrotransformation en permettant justement le développement d'une agriculture locale qui serait transformée pour plus de valeur ajoutée. Il y a 3 axes dans ce programme. C'est un axe qui regroupe des activités de production et d'innovation, un axe qui regroupe des espaces de distribution et un axe qui regroupe des espaces de découverte comme les jardins pour plus d'animation dans cet ensemble. Qu'est-ce que l'agrotransformation locale? En tout cas, à Cap Excellence, voilà comment on le perçoit. Déjà, on met en valeur le côté durable de cette filière, c'est-à-dire une sécurité alimentaire, une satisfaction des préférences alimentaires, un niveau de vie décent pour tous les producteurs, une production de denrées dans le respect des écosystèmes et forcément une adaptation au changement climatique. La définition retenue en tout cas du produit agrotransformé Made in Guadeloupe, c'est un produit qui contient au moins 60% de produits issus de l'agriculture locale. Vous allez me dire que c'est beaucoup, mais ça peut être aussi un sujet à débat. Quelques chiffres rapides, je ne vais pas vous assommer de chiffres, pour vous donner un peu le poids de l'industrie de la transformation en Guadeloupe. C'est un secteur qui regroupe quand même 330 millions de chiffre d'affaires et qui se distingue surtout par la filière canne à sucre et rhum pour des raisons historiques. Pourquoi c'est important de sauvegarder la transformation, de la développer? En fait, c'est d'abord, les enjeux sont importants pour notre économie. C'est une façon de sauvegarder et de créer des emplois pour une filière à fort potentiel de développement économique. C'est un moyen également de contribuer au développement d'une agriculture durable qui est confrontée à plusieurs freins. Il y a M. Rotin qui est là, je pense qu'il pourra le confirmer. L'agriculture en Guadeloupe rencontre beaucoup d'obstacles et je vais vous laisser plutôt en parler. C'est une façon aussi de réduire la dépendance alimentaire. Un autre enjeu, c'est la sauvegarde de notre patrimoine culturel et culinaire, la sauvegarde de notre patrimoine végétal. Il y a également un enjeu très fort dans l'éducation alimentaire. Il s'agit de transmettre aux jeunes générations la connaissance de nos fruits et légumes. On a des jeunes qui ne savent pas ce que c'est un corosol, par contre, ils savent que c'est une fraise. C'est une façon aussi de maintenir le lien social, de valoriser bien entendu nos produits à l'export et de contribuer aux problèmes de santé publique, problème qui a été particulièrement mis en évidence avec la crise du Covid. Ce secteur de transformation, il a des faiblesses, il a aussi des forces. Les faiblesses, il y a une forte concurrence des importations, ce qui est particulièrement vrai dans le domaine des fruits et légumes, une capacité de production variable et limitée, une difficulté d'accès pour les transformateurs à la grande distribution. Le marché est étroit et soumis à une double insularité. Il y a une difficulté d'approvisionnement pour certaines matières premières. Lors de nos précédents échanges, on a vu des échanges parfois houleux entre les transformateurs et les agriculteurs, l'un accusant l'un et l'autre de ne pas jouer le jeu de l'approvisionnement des matières premières. C'est une production impactée par la saisonnalité des produits. Il y a un manque de formation des acteurs et une faible connaissance des dispositifs d'accompagnement, tant financiers qu'en formation. Ce secteur a beaucoup de force également, c'est un secteur dynamique, on va le voir, il y a beaucoup de produits innovants. Il y a une forte demande des consommateurs locaux pour les produits du terroir. L'offre des produits est assez impressionnante, j'avoue qu'on a découvert tout ce qu'on faisait en Guadeloupe et nous-mêmes étions très étonnés. Il y a une traçabilité des matières premières, on sait d'où vient le produit agricole. Et une forte demande des touristes pour découvrir notre gastronomie locale. On parle beaucoup de production des produits locaux, mais il faut aussi parler de la consommation.
On voit que souvent la consommation des produits locaux est souvent liée à des crises. Alors, il y a eu un temps soudain déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale où les gens n'ont pas eu le choix de se tourner vers la production locale parce que les bateaux ne rentraient plus. On a eu le mouvement social de 2009 qui a permis aussi de redécouvrir nos produits locaux et la crise sanitaire du Covid qui a été un catalyseur justement pour la consommation de nos produits. Si on parle de consommation, il faut aussi parler des goûts alimentaires. Le Guadeloupéen ne se distingue pas par des autres consommateurs de la planète concernant ses goûts alimentaires. Il mange de plus en plus de végétaux au détriment de produits carnés. Il mange moins de viande, mais il faut que la viande soit de qualité. Il demande des produits, des aliments santé, les alicaments, tout ce qui peut booster en tout cas son système alimentaire. Il veut être informé sur ce qu'il consomme et Madame Montrésor de l'Institut Pasteur pourra également nous en parler. Il veut consommer des produits nouveaux. Il a un pied dans la tradition, mais il veut aussi découvrir d'autres côtés des produits locaux. Et il veut aussi savoir qu'est-ce qu'il consomme. Donc, il veut plus de produits agricoles de chez lui. J'ai retracé rapidement le marché de la transformation en Guadeloupe. Je vais laisser Monsieur Vardarasson vous parler d'un événement qui est important et qui approche Joua Tradition. Oui, ça approche. C'est Monsieur le maire de Jarry. Je vous le présente en personne, Monsieur Vardarasson. Alors, déjà, bonjour à toutes les personnes qui sont en distanciel. Je salue aussi les gens qui sont en présentiel. Donc, je félicite seulement l'arrivée, comme tu l'as signalé, de mon ami Philippe Bautin, qui est le président de l'association des agriculteurs de Bémao. Donc, c'est une bonne introduction parce que c'est avec cette association que nous avons créé, monté de toutes pièces la manifestation Joua Tradition qui, à l'époque, s'intégrait dans un programme beaucoup plus large qui s'appelait Jarry en fait. Mais comme vous le savez, avec la landeuterie, il y a une répartition des compétences. Donc, Cap Excellence a récupéré tout ce qui concerne la compétence de développement économique. Joua Tradition étant un événement économique, donc ça a été transféré à Cap Excellence. Donc, Cap Excellence gère Joua Tradition et toute la partie Jarry en fait, même les autres événements de Jarry en fait, sont gérés par la ville de Bémao en interne. Alors, pour vous parler de Joua Tradition, une petite anecdote, on était comme ça, quoi, bon, avec mon feu, collègue Régis Ébus qui nous a quittés au mois d'avril, avec aussi Angèle Rougir, on a beaucoup travaillé là-dessus, en discutant comme ça, bon, déjà, il était question de créer une animation au niveau de Jarry, ça se passe en 2004, avec qui était très mouvementé en Guadeloupe, parce qu'il y avait grève sur le port, il y avait le CID qui avait causé avec pas mal d'impact au niveau de Trois-Rivières, au niveau des îles. On s'est lancé le pari à animer la zone de Jarry, notamment au Welbo. Et de là maintenant, on est parti sur une programmation de Jarry en fait, et on s'est dit que Welbo, c'est la vitrine commerciale de Jarry, qui est la plus grande zone industrielle commerciale au niveau national. Pourquoi ne pas permettre aux agriculteurs, parce que Bémao, historiquement, c'est une ville agricole. C'est vraiment, nous sommes dans la ruralité. Et pourquoi ne pas permettre aux agriculteurs de s'approprier cette portion de Welbo en leur dédiant une journée où ils pouvaient exposer leur savoir-faire. Donc, ça se passait en 2004, décembre 2004. Et de là, on a réfléchi, puis le nom est sorti Joua Tradition. Pourquoi pour jour, pour ceux qui ne comprennent pas bien, tradition pour valoriser les traditions, toute la tradition de la Guadeloupe, le savoir-faire, le savoir-être des Guadeloupéens. Donc aujourd'hui, Joua Tradition est devenu, nous en sommes à la 17e édition, après ce web historique, hein, à la 17e édition. On est resté sur le boulevard de Welbo jusqu'aux années 2008, oui. Et c'est depuis que si je me trompe, Philippe, tu n'hésiteras à me reprendre. Hein. 2008 et depuis l'année 2009 qu'on a conçu justement le parc d'activité économique de Jarry avec le concours de la région et qu'on a déporté cette manifestation-là sur le parc d'activité de Jarry jusqu'à ce jour. Nous en sommes à notre 17e édition, en principe ça aurait dû être la 18e édition, mais comme l'année dernière avec les problèmes de Covid, on n'a pas pu maintenir ce marché, donc nous sommes à la 17e édition. Édition qui se déroulera dans des circonstances un peu particulières. Donc, en plus, on va demander l'indulgence de toutes les personnes qui assisteront cette année
parce que nous sommes vraiment en phase expérimentale. C'est la première année qu'on organise un jour de tradition sous ce format-là, avec les contraintes sanitaires, les contraintes qui sont imposées par les services de l'État. Bon, au niveau de Cap Excellence, on essaie de tout mettre en œuvre pour que la manifestation se déroule dans de très bonnes conditions, en garantissant la sécurité du public et aussi la sécurité des exposants. Maintenant, bon, tout le dossier actuellement à l'instruction au niveau de la préfecture, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que ça soit bien fait. On attend simplement la validation des services de l'État. Donc, si vous avez des questions à poser, on pourra y revenir. Hein. Donc, Joie de tradition aujourd'hui, c'est pour la version Joie de tradition cette année, en comparaison aux autres années. Donc, Joie de tradition, c'est un total de visiteurs cumulés dans la journée de 30 à 35 000 personnes. Il faut savoir que ça se déroule sur le parc d'activité qui fait 1 hectare 5, 15 000 m². On recevait 160 exposants. On avait traditionnellement de 350 et 400 demandes d'inscription. Malheureusement, par rapport au dimensionnement de la manifestation, on ne peut pas aller au-delà de 160. C'était vraiment le maximum qu'on pouvait prendre pour que les gens soient installés dans de bonnes conditions. Cette année, exceptionnellement, on est redescendu à 110 exposants. Donc, l'arbitrage a été un petit peu compliqué parce qu'on a reçu, bon an, mal an, on a reçu environ 180 demandes. On a eu 180 demandes au niveau des exposants. On a pu en sélectionner aujourd'hui que 115. Donc, on a dépassé le quota de 110 en se disant, qu'il peut y avoir peut-être des désistements. Alors, les gens qui n'ont pas été retenus aujourd'hui, parce que ça se passe en plusieurs phases. Donc, il y a une première phase de ce qu'on appelle la phase de préinscription. Donc, on lance l'appel à candidature. Donc, les gens envoient l'ensemble des dossiers avec, bien évidemment, un cahier des charges à respecter. Il y a aussi une réglementation à respecter. Je pense que le passé peut très bien le dire, parce que, par exemple, les culinaires ou les gens qui ont la transformation, il faut impérativement qu'ils nous donnent le certificat. Enfin, vous allez pouvoir en parler tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de documents qu'on demande. Donc, tous les dossiers qui ne sont pas complets, on les met de côté. On relance quand même des gens pour compléter leur dossier. Après, qu'on a reçu l'ensemble des dossiers, il y a un comité de sélection qui se réunit, donc composé d'élus, de cadres et puis de professionnels et aussi des partenaires, hein, tels la Chambre des métiers, la Chambre de l'agriculture, la Chambre de commerce. Et après, maintenant, après cette phase-là, on envoie des courriers pour le comité de sélection. Donc, il y a la liste définitive qui est établie. Après, on invite les gens à venir justement s'acquitter des frais d'inscription. Bon, ça se fera sûrement entre le 25 et entre le 22 et le 25 cette année. Et après, maintenant, on laisse la définitive et on fait la répartition des espaces. En termes d'espace, aujourd'hui, on a environ 9 espaces. Donc, on a l'espace agricole, agro-transformé, l'espace plantes et fleurs, l'espace artisanat d'art, l'espace culinaire, l'espace bien-être. On a l'espace des îles, donc c'est l'espace qui est dédié spécifiquement pour les îles. On a l'espace produits frais, l'espace fruits et légumes. Et aussi, on a rajouté aussi l'espace jeune entreprise, parce qu'on veut aussi valoriser les gens qui font des choses, les gens qui veulent se faire connaître. Donc, on profite de cet outil-là justement pour assurer la promotion de ces gens-là. Voilà, globalement, synthétiquement, présenter donc, la manifestation Joie de tradition aura lieu le dimanche 19 décembre, donc dimanche 19 décembre, sur le parc d'activité économique de Javi. On a réduit l'amplitude horaire, donc traditionnellement, on était sur une amplitude de 7h, 21h. Cette année, on sera sur l'amplitude de 7h, 17h, pour la simple et bonne raison qu'on a quand même reçu des directives pour éviter autant que faire se peut toute animation qui pourrait créer une concentration de personnes. Donc, l'espace restauration assise a été supprimé cette année. L'espace jeu pour enfants a été supprimé cette année. Donc, on n'aura pas de podium, donc il n'y aura pas le concours tradition Pays Guadeloupe, qui est aussi un élément qui incite les exposants à faire un effort supplémentaire pour avoir seulement la qualité, la présentation, que les prix soient affichés, enfin, de respecter toutes les consignes qui sont identifiées dans un cahier des charges qui signe et qui s'engage à respecter. On fera le concours de tradition Pays Guadeloupe. Donc, il y aura un jury qui passera justement pour apprécier la qualité des stands. Mais la remise des prix ne se fera pas en présentiel. La remise des prix se fera en format dématérialisé. Donc, avec bien évidemment la presse, avec les partenaires de la manifestation, tels la CC, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, pour pouvoir faire ça en format dématérialisé qui sera relayé par la presse. Et le défilé de mode qui est traditionnellement termine cette manifestation, termine par un défilé de mode, parce qu'il y a tout ce point de l'économie aussi
qui souffre, c'est aussi toute la filière de la mode. Ça prend aussi un coup parce que ça rentre dans le cadre de l'événementiel. Donc, le défilé de mode qui va attirer justement entre 5 et 6 000 personnes autour du podium, cette manifestation a été aussi annulée. Ça se passe en fin de journée. Et le défilé de mode, donc, Cap Excellence a quand même tenu à accompagner ces opérateurs économiques. Et on va initier pour une première fois un défilé de mode qui sera en format dématérialisé. Donc, qui sera enregistré, je crois que l'enregistrement se fera entre le 20 et le 22 décembre. Et un PAD, un prêt à diffuser, sera remis à l'ensemble des médias et aussi des réseaux sociaux. Donc, ce défilé de mode pourra aussi être vu par la population à travers les médias, bon, les chaînes locales, plus via le web. Donc, on est obligé de s'adapter, on est obligé de se réinventer pour pouvoir créer un nouveau modèle économique. Je ne sais pas s'il manque des choses, des précisions. Je peux en répondre. Très, très belle présentation. C'est très bien de se renouveler. De toute façon, nous n'avons pas le choix et c'est faire preuve de résilience. Et je pense que cette manifestation sera une très, très belle réussite. D'ailleurs, on compte sur vous pour aller regarder, liker, partager, tout ça, tout ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, machin. Non, mais ça va être sympa. Ça va être vraiment très bien. Ensuite, on va voir si Madame Guimbé est là. Donc, on reviendra tout à l'heure si vous avez des questions pour M. Barbaratin. Madame Guimbé, est-ce que vous êtes là pour nous parler de cette magnifique application que j'ai découverte au début de Ticosé qui s'appelle Bonjour, bonjour. Oui, effectivement, je suis là. Voilà, elle est là. Et je partage déjà mon écran. Voilà, elle va nous présenter cette application. Je te laisse la parole et je remets le micro qui ne fonctionne pas. Voilà, merci technicien. Très gentil, opérationnel ce garçon, c'est fantastique. C'est à toi. Bonjour, merci. Merci, bonjour, désolée pour les quelques minutes de retard. Je vous remercie pour l'invitation tout d'abord. Et voilà, je suis Mariam Guimbé. Je suis directrice adjointe du développement durable à Cap Excellence et aussi la pilote du projet Locapvor que je vais vous présenter immédiatement. Donc, à Cap Excellence, il existe plusieurs projets sur la thématique de l'alimentation et chacun de ces projets a été envisagé avec une approche précise. Locapvor, ce projet, lui, a été abordé avec une entrée développement durable. Et donc, voilà, je vais vous présenter dans un premier temps son contenu. Vous dire comment, d'abord, pourquoi vous faire référencer et comment, en fait, vous faire référencer. Je dispose pour cela de 5 minutes, donc je tenterai d'être rapide et efficace à la fois. Donc, pour dresser un peu le contexte, donc la crise sanitaire liée au Covid-19 a mis en évidence les enjeux de la souveraineté alimentaire au travers de la fragilisation des filières de production, de l'intérêt croissant de la population pour les productions locales saines et durables, et pour l'intérêt également pour la vente de proximité. Parallèlement, il y a déjà la réflexion à Cap Excellence avait commencé depuis 2015, mais effectivement, le diagnostic du plan climat, air, énergie territoriale de Cap Excellence a mis en évidence que non seulement la Guadeloupe est la région française la plus émettrice en dioxyde de carbone par personne et par kilomètre, mais les données de l'ADEME montrent que l'alimentation, les transports de marchandises et de personnes sont les postes qui sont les plus polluants sur notre territoire. La loi de transition environnementale pour la croissance verte propose en tout cas une obligation de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Parallèlement, Cap Excellence a donc différents projets en lien avec l'alimentaire et parmi ceux-ci, Locapvor est une application qui va permettre de géolocaliser des points de vente de produits alimentaires locaux qui sont commercialisés en circuit court sur son territoire. Alors, les circuits courts, par circuit court, on entend le mode de vente qui présente un intermédiaire au maximum. Par exemple, on va citer la vente en direct, directement entre le consommateur et le producteur. Les magasins de producteurs ou encore les associations de maintien pour l'agriculture paysanne sont également considérés comme des modes de vente en circuit court. Donc, l'idée
avec le développement donc, de cette application Locavore, c'est donc de mettre en relation les producteurs avec leurs consommateurs et de soutenir la consommation locale en augmentant la visibilité des produits. Donc, en réalisant donc, ces deux objectifs, en atteignant ces deux objectifs principaux, on va également participer, contribuer donc à la réduction des émissions carbone, au soutien de l'activité des producteurs et des agrotransformateurs locaux. On va également contribuer à la promotion d'une alimentation saine, accompagner le développement du système agroalimentaire local et étudier les interactions qui existent entre les acteurs du système alimentaire du territoire de Cap Excellence. Donc, vont pouvoir être référencés au travers donc, de cette application les fruits et légumes, les racines, les œufs, les poissons et produits de la mer et de douce, le miel, tous les produits qui sont transformés et fabriqués à partir de ceux que je viens de citer, les huiles et condiments, les farines, les produits d'horticulture, les jus et boissons non alcoolisés. Donc, pour pouvoir animer ce géoannuaire, donc cette application, nous allons donc aborder donc 3 grands axes. L'axe développement durable, comme je vous le disais, qui est l'axe, la porte d'entrée pour la mise en œuvre de cette application, en sensibilisant par exemple le consommateur sur la saisonnalité des produits, les producteurs sur l'impact environnemental du transport de leurs produits agricoles et alimentaires jusqu'aux consommateurs. Nous allons également développer un axe éducation alimentaire en proposant donc une animation sur les recettes à base de produits locaux, sur de la sensibilisation aux pesticides qui sont utilisés lors des productions agricoles, notamment sur le chlordécone, par exemple. Et nous allons également développer un axe touristique car parallèlement donc, au développement donc, de cette application, seront créées des cartes touristiques qui seront disponibles en office de tourisme et qui vont résumer, qui vont apporter donc, visuellement, qui vont permettre en tout cas de géolocaliser visuellement donc, sur les cartes les producteurs et agrotransformateurs qui proposent des produits locaux sur le territoire de Cap Excellence. Donc, quel est l'intérêt pour vous de vous faire référencer? En fait, déjà, il faut savoir que c'est un outil gratuit qui a une portée initiale territoriale, mais qui, en fait, cette portée, elle est vraiment décuplée puisque grâce aux outils Internet, vous pourrez avoir une visibilité régionale et même internationale. Effectivement, donc, notre outil sera relayé par nos partenaires institutionnels et l'animation, les mises à jour de cet outil vont permettre de susciter l'intérêt et d'agréger autour de cette application de plus en plus de monde, qu'il soit sur le territoire de Cap Excellence ou sur le territoire de la Guadeloupe ou encore au niveau international. Grâce à cet outil, vous allez gagner en visibilité. Et donc, vous allez augmenter, améliorer donc, votre portefeuille client, mais des clients en plus qui sont proches de chez vous ou en tout cas de votre lieu de distribution. Grâce à cet outil, vous pourrez contrôler et augmenter vos marges puisque comme il n'y aura pas d'intermédiaire entre le consommateur et vous, le prix que vous imposerez va avoir directement un impact sur vos revenus. C'est vous qui êtes donc maître du prix que vous allez fixer et donc mettre également de ce qui va être dans votre poche à la fin donc, de cette transaction financière. Ensuite, c'est un outil qui va permettre de valoriser votre démarche vertueuse puisque ne seront référencés sur Locavore que des producteurs et des agrotransformateurs qui respecteront en fait les clauses donc, de notre conventionnement, à savoir la transparence du prix, la diminution de la consommation des gaz à effet de serre puisque vous allez normalement respecter le critère des circuits courts. Grâce à ce géoannuaire, vous allez faciliter, votre connaissance de l'offre de produits et des acteurs, négocier plus facilement votre référencement dans les points de vente et puis pouvoir écouler vos stocks. Donc, cette application est prévue pour la fin de l'année. Donc, dès décembre, nous allons normalement sortir cette application qui sera disponible sur les réseaux. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez directement me contacter au 06 90 41 34 85. Ici, il y a Anaëlle Saucé également qui pourrait être un deuxième contact direct, soit par téléphone, soit par mail. Et bien sûr, sur le site internet de Cap Excellence, sur les réseaux sociaux de Cap Excellence, seront lancés différents supports de communication via lesquels vous allez retrouver les différents éléments qui vont vous permettre donc de vous renseigner sur le projet et de candidater. Parallèlement, à partir donc de la fin du mois de novembre, une campagne de communication radio, télé, presse sera déployée et vous permettra également de vous rappeler l'intérêt de vous faire référencer pour être présent sur notre application. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations. N'hésitez pas aussi à poser des questions. Je reste disponible même dès à présent, en tout cas, et déjà bienvenue sur notre support, notre géo-annuaire. Merci à vous. Merci, Madame Guinvé. Très belle annuaire géolocalisée. Je pense que vous avez tous pris connaissance et que vous allez faire passer le message dès que l'appel à projet sera disponible. On continue tout de suite. On va demander à Madame Joseph de nous faire la présentation de la filière fruits et légumes en Guadeloupe. On se fait plus singulièrement en Guadeloupe, au national également. Alors, bonjour à tous. Alors, pour commencer, on va vous retracer des définitions, du moins. Un fruit, c'est le produit d'une fleur comestible et un légume est une partie comestible d'une espèce potagère. Les fruits et légumes locaux sont régis par des textes de loi qui portent sur des normes d'hygiène, de commercialisation. Quelques chiffres clés sur la filière. Au niveau national, on sait que c'est une filière qui est très dynamique et qui sert à alimenter le secteur économique. Au niveau local, donc la consommation de fruits et légumes en Guadeloupe s'élève à 80 000 tonnes par an. La consommation moyenne pour les fruits, c'est 244 grammes par jour par habitant. Pour les légumes, 114 grammes par jour par habitant. La France est le principal importateur de fruits et légumes en Guadeloupe, à savoir un taux de 38%. Les importations locales s'élèvent à 32 000 tonnes. Les légumes sont d'ailleurs les plus importés et représentent le taux de 67%. Une filière nationale structurée par des acteurs nationaux. Donc, on retrouve les différents services de l'État, le syndicat et diverses associations. La filière locale des fruits et légumes. Les acteurs locaux, donc à savoir les différentes institutions, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers de l'artisanat, la DAF, les associations d'agriculteurs, l'ADEAL, la CCI, la SUIC, l'INRA, l'Institut Pasteur, l'ARS, l'ADEME, la région, le département, les EPCI, les grandes moyennes surfaces, les producteurs et les entreprises. On retrouve également les principales organisations et associations professionnelles. Donc, je vais citer quelques-unes: Caraïbes, Melonier, Assofri, Assoflore, Cicatra, l'APAC. Des projets sont en cours de réalisation et qui permettront justement de valoriser et de permettre d'exploiter les fruits et légumes locaux, à savoir l'agroparc Caraïbes d'Excellence porté par Cap Excellence et également l'usine centrale portée par la communauté nord-volontaire, la CNGT. La production de la banane et de la canne à sucre. Donc, nous avons deux filières qui sont structurées en Guadeloupe, qui sont la banane et la canne à sucre. Ces deux filières sont organisées et bénéficient de subventions européennes. La banane, donc ce sont 250 producteurs qui sont regroupés en un seul groupement, la CICAIT, des producteurs de Guadeloupe qui ont été qui a été créé du moins en 2016. La production est estimée à 66 208 tonnes en 2016. Alors, on poursuit avec un petit focus sur la filière canne à sucre, sucre et rhum, qui joue également un rôle important dans l'économie agricole. Alors, la production de canne à sucre, c'est 680 000 tonnes par an. La production de sucre, 60 000 tonnes par an. La production d'alcool pour rhum, plus de 80 000.
On dénombre également 2 usines de traitement, à savoir Gardel en Grande Terre et SRMG à Marie-Galante. Les nouvelles tendances dans la filière. Donc, on constate que c'est une filière qui est dynamique et qui tend vers une innovation de par l'exploitation des fruits et légumes locaux. Alors, on poursuit avec les innovations dans la filière. Donc, on va apparaître de nouveaux produits, à savoir des chips de légumes locaux, manioc, madère, patates douces, poyo, bananes, fruits à pain. Des produits nouveaux, des légumes qu'on peut retrouver en friture sous forme de frites ou également bananes pesées. Des produits pour bébés, des mélanges de fruits et légumes locaux mixés. Des produits nouveaux, à savoir également des bananes déshydratées. On retrouve également nos fruits et légumes locaux sous vide. Donc ici, quelques exemples, courgettes, chrysophines, papaye, et également des frites locaux sous vide. Et ici, on vous met un exemple de frites de patates douces. Des fruits et légumes prédécoupés prêts à l'emploi. Donc ici, vous avez de l'igname, de l'ananas, du chou et du giromont. Des légumes prédécoupés prêts à l'emploi. Des produits frais emballés prêts à l'emploi, des barquettes de fruits, des barquettes de tomates, des barquettes de gombo ou des bouquets à soupe en barquette. Les légumes préparés prêts à consommer, purée de chrysophine en bocal, des soupes healthy avec des mélanges de saveurs de légumes locaux inédits, des produits innovants, à savoir le boudin de frites à pain, le foubac de frites à pain, des réseaux de distribution qui se spécialisent dans des soupes locales à base de produits locaux et des nouveaux modes de distribution, notamment les fruits et légumes locaux qu'on a vu s'amplifier depuis la crise Covid-19. Donc, on constate que la filière fruits et légumes locaux est très dynamique et soutenue par l'innovation. C'est une filière qui doit perdurer, et notamment par l'éducation alimentaire, qui doit être un relais afin de démocratiser l'utilisation au quotidien de ces produits locaux. Il existe un vrai potentiel en Guadeloupe qui ne demande qu'à être structuré pour perdurer et s'exporter. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Effectivement, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se font et qui vont continuer. Je tiens à préciser, tu veux me dire quelque chose? C'est bon, normalement. Allô? Oh, ça ne marche pas, non? Et pourtant... Alors, nous avons oublié de vous faire un focus sur les coordonnées téléphoniques de Cap Excellence. Si toutefois vous souhaitez joindre l'équipe AgroPark de Cap Excellence, on est joignable au 0590, le 47 72 95 ou par téléphone portable 54 03 35. Vous pouvez également suivre l'actualité sur le Facebook de Cap Excellence ou sur le site internet www.capexcellence.net. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, toutes ces présentations et les films seront répertoriés sur le site de capexcellence.net après les Ticosés. On va vous passer la parole, mais avant tout, oui, tu voulais bien. Oui, allez-y. Je vais juste. Attends. Oh, heureusement que j'ai un technicien avec moi. Je vais juste ajouter que ce matin, justement, pour relancer les filières fruits et légumes en Guadeloupe, il y a un rapport qui est sorti de la DAF qui propose de diviser par 2 les subventions allouées à la canne et à la banane, qui sont traditionnelles chez nous, et de reporter cette subvention sur la filière fruits et légumes. Donc, ça ne fait pas que des heureux, c'est sûr, mais il y a quand même une prise de conscience des autorités au plus haut niveau, justement pour la valorisation de ces produits qu'on maîtrise, qu'on connaît, et toujours dans l'optique en 2035 de l'autonomie alimentaire. C'est un rapport qui est sorti hier, je crois. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, on va vous laisser la parole et je vais prendre sur moi pour donner la parole à l'Institut Pasteur parce que je sais que vous êtes très attendus depuis le début de ces Ticosés. Donc, une petite présentation et puis peut-être la démarche, puisque je pense qu'il y a pas mal d'agriculteurs par ici et d'agro-transformateurs.
par rapport à votre institut. Merci beaucoup. Alors, Madame Montrésor, Sandrine, ingénieure technico-commerciale à l'Institut Pasteur et plus particulièrement au laboratoire Hygiène et de l'Environnement, où nous intervenons depuis quelques années maintenant avec la ville de Bemao dans un premier temps et maintenant Cap Excellence en ce qui concerne la journée Jour à Tradition, hein, comme on en a parlé déjà. Effectivement, pour pouvoir faire cette première démarche d'inscription auprès des autorités pour Jour à Tradition, vous êtes nombreux à devoir passer par nous pour effectuer les analyses microbiologiques de vos produits et de s'assurer que le produit n'aura pas d'impact sur la santé des consommateurs. Donc, c'est où nous agissons dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous accompagnons surtout les porteurs de projets dans la mise en conformité de leurs produits et la mise en vente de ces derniers, puisque c'est une obligation, hein, ce n'est pas à la tête du client, j'aime dire. Ce n'est pas parce que vous faites un produit que j'aime bien que je vais vous accompagner, mais bien au contraire, c'est vraiment réglementaire. Tout entrepreneur produisant des produits qui devront être consommés par tout le monde, par le consommateur, doit s'assurer de la qualité, et on est bien d'accord que ce n'est pas une histoire de goût, de saveur, d'odeur, mais de la qualité bactériologique et physico-chimique pour certaines fois de leurs produits. Donc, vous êtes obligés de passer par nous. Maintenant, nous en sommes bien conscients que cela a un coût, que ce n'est pas gratuit. Nous ne faisons pas partie des services de l'État, nous ne sommes pas fonctionnaires. C'est un coût, on doit me payer, comme vous devez gagner de l'argent. Et par conséquent, il est bien de se rapprocher de nous et de le mettre déjà en place dans votre projet. Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent faire des choses, mais ils arrivent en pensant que ça a un moindre coût ou que c'est gratuit quelquefois, et bien au contraire, et ils se trouvent un petit peu freinés par rapport à leur projet. Donc, je pense que le micro ne fonctionne pas bien. Ils sont freinés par rapport à leur projet. Donc, j'invite, dès qu'on a un projet qu'on estime ne serait-ce que petit, mais c'est quand même embryonnaire. Voilà, étant embryonnaire, renseignez-vous. Renseignez-vous. Il y a certes des autorités qui peuvent vous accompagner sur ce projet, mais renseignez-vous pour ne pas après battre une marche arrière alors que c'est quelque chose qui était tout à fait possible, mais avec plus de préparation, passerait très bien. Dans le plan de financement, si on le prend dès le début, on peut mieux budgétiser et justement faire que son projet arrive à maturité plus rapidement. Voilà. Alors, je vais déjà demander, alors, ceux qui sont à distance, n'hésitez pas, vous avez Locavor, Madame Guédé, vous avez Monsieur Vardarassin, vous avez Madame Cournier. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main pendant votre visioconférence, ou même si vous souhaitez présenter votre activité et poser une question à nos intervenants et ceux qui sont également sur place, il n'y a pas de souci. Le micro est là, je vois déjà une main levée, je m'en vais courir auprès de ce monsieur qui accompagne Monsieur le maire de Jarry, c'est ça? Bonjour, Philippe Cotin, donc agriculteur à Bemao et président de l'association des agriculteurs à Bemao. Bon, je veux juste garder la dernière information, c'est le fait que les subventions allouées à la banane soient divisées par 2. Alors, nous, on a été consultés sur cela. On a notre point de vue. On a vu le ministère. Ce n'est surtout pas la solution. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils augmentent les subventions, qu'ils attribuent des subventions aux autres filières de canne et banane. C'est ça la réalité. C'est ça la démarche. Si on veut soutenir la production, aujourd'hui, avec une telle affirmation, ce sera la guerre entre agriculteurs. Et c'est cela. Donc, il ne faut pas que l'on tombe dans les pièges. Cette sortie hier, je la prends et merci.
mais c'est pour dire l'importance de telles déclarations comme ça. L'autre chose que je voulais dire, c'est au niveau de donc, le projet Agroparc. J'ai participé à plusieurs réunions et je vois que ça avance. Mais nous, les agriculteurs, c'est produire en quantité, qualité, régularité. Et là, il faut les conditions de produire. Et l'une des premières choses qu'on a fait, c'est déjà de parler directement en politique. C'est ainsi qu'on a créé Joie Tradition. Au début, on a dû se faire reconnaître comme entreprise agricole, de jouer une place. Et c'est en ayant cette reconnaissance qu'on a pu arriver à créer de nombreuses manifestations dans Joie Tradition. Et là, la particularité, c'est que c'est nous qui demandons, en fonction de nos besoins, de nos réalités. C'est vrai que quand ça vient en haut, quand c'est parachuté, on n'a pas tous les paramètres et des fois, c'est comme si on achète une paire de chaussures, on fait du 40 et c'est du 42 qu'on nous donne, on ne va pas avancer bien. Donc, c'est un petit peu le contexte. Hein. Et la première étape, l'esprit, c'était, je vais donner juste 2 chiffres. Quand je me suis installé avec M. Jean-Paul Tigouin qui est là, du même GMA que moi, je vendais 100 kilos de géomont par mois. Par mois, au début, en 1988, quand c'était installé. Il a juste fallu faire une communication, faire connaître, et là je remercie les consommateurs, hein, que les vertus du géomont, donc faire une petite publication qu'on a vendue et faire un marché, une intervention à la radio, et le chiffre d'affaires pour moi dans un magasin est passé de 100 kilos par mois à 1 tonne semaine. Et là, on a eu la production et la consommation locale, c'est une démarche collective. Hein. On a appelé des commerciaux scientifiques, Henri Joseph, Madame Gustave, qui ont communiqué, qui ont fait battre beaucoup de tabous et qui fait qu'aujourd'hui, la demande attire l'offre. On a mis en place aussi des produits qui n'étaient pas bien connus, hein? La production de Camagnoc, des produits qui étaient dévalorisés, qui étaient mal connus, juste à donner la valeur de ces aliments-là et des façons de cultiver. Et ça a permis de développer l'agro-transformation. Le but, c'est de montrer que nous sommes résistants, résilients, innovants. Aujourd'hui, on en est là, c'est parce qu'il y a eu un travail de longue haleine. Et c'est pour ça que des fois, quand on parle à notre place, hein, on fait référence à, j'ai vu que vous avez cité des filières. Toutes les filières qu'on a citées, ils sont à 100. Ils touchent beaucoup d'argent, mais ils ne répondent pas suffisamment à nos besoins. Alors c'est pour ça qu'on prend l'initiative et on le fait des fois sans aide, parce que nous sommes des chefs d'entreprise et nous prenons des risques. Alors maintenant, il faut pouvoir, je vais finir, hein, garder ces acquis. Parce que quand on a créé Joie Tradition, c'était dans un contexte pour démontrer que les agriculteurs ont une capacité de production. C'était de mettre, c'était la première fois, toute une vitrine de ce qu'on savait faire. Parce qu'on ne se connaît pas, on se critique, on se bat, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait faire. Et c'était l'occasion de faire cette grande vitrine. Et quand on a créé quelque chose, il faut le garder son nom. Donc, à un moment donné, Joie Tradition est devenu marché de Noël et ça nous a coûté très, très, très cher. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire l'édition l'année dernière, puisque au niveau du gouvernement, les marchés de Noël étaient interdits. Mais les marchés de vente étaient possibles. C'est pour ça qu'on a pu faire le marché de Goudeliane et tous les marchés. Et c'est cette déviation du nom qui, je pense, qu'il faudra régler, puisque
la prochaine édition avec le pass sanitaire, ça va vraiment être un problème à prendre à la pensée. J'ai dit ça à M. Vardarassin. Et là, on a vu, depuis 3 ans, des contrôles. Alors, je rappelle, dès la première édition, nous avons imposé à ce que les produits soient contrôlés par l'anticipateur. Quand il y avait des restaurateurs, on faisait une enquête de la répression des fraudes. On a toujours respecté la qualité du produit parce qu'on sait que ça attire du monde et quelqu'un qui est intoxiqué parce qu'il n'y a pas eu un produit sain, ça fait très très mal pour la manifestation. Donc, dès le départ, dès 2004, c'est de l'intérieur de toute manière, c'est obligatoire. Donc, ça vous dit qu'on sait aussi viser la qualité, hein, c'est normal et qu'on tient à respecter la santé de nos populations. Et là, depuis 3 ans, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut crier, mais il faut être vigilant. On a eu des exposants qui ont eu des menaces d'amende et d'emprisonnement. 3 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, parce qu'effectivement, Sika Coco n'est pas référencé en Europe. Ça ne veut rien dire. Il faut changer le nom. Punch Kenneth, ce n'est pas un punch, c'est une liqueur d'après les normes. Et le mot joue à tradition, c'est fort. Joue à tradition, c'est nous. Si on se met à des normes qui ne nous correspondent pas, ça va ressembler à n'importe quel marché de Noël, ça va ressembler à tout. Et nos valeurs, nos savoir-faire de production seront effectivement, vont disparaître. Donc, joue à tradition, c'est tout cela. Et aussi, il faudra continuer, puisqu'effectivement, bon, maintenant, on a la crise Covid là, qui, bon, c'est un événement mondial, mais il faudrait que le joueur à tradition puisse passer ce cap-là, puisque c'est quand même une situation assez complexe à gérer. Donc, c'est ce que je voulais dire sur la partie agro-transformation, les marchés, comment on s'organise. Et l'autre aspect, donc, pour faire la transformation, il faut produire, et ça reste important. Donc, et pour arriver à l'autonomie alimentaire d'un territoire, il faut l'autonomie de la ferme, de l'exploitation. On a très peu demandé, on a très peu conceptualisé de l'exploitation, c'est une petite production. Il faut qu'elle soit équipée en eau agricole, en électricité pour être moderne, d'accord? Et aujourd'hui, il y a des gens qui développent des points de vente sur l'exploitation. Il y a une grosse demande, mais c'est possible parce qu'il y a eu, ne serait-ce que la vendue de fait. Ça, c'est important. Et ça pourrait encore aller mieux s'il y a l'électricité. D'accord. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça, sur le territoire de Cap Excellence, il y a un GFA qui se bat depuis longtemps pour l'irrigation. Le grand barrage est prêt. Il y a une demande là en attente. Hein, c'est le GFA du Puy, je parle dans leur nom. Hein. Je pense que c'est une des conditions de base pour assurer la production. Et l'autre menace, c'est puisque nous, agriculteurs, on a mis au point avec Mme Céline une formule naturelle pour donc enrayer, pas enrayer, mais réduire l'activité des fourmis manioc. Ce sont des posés que nous avons directement déposés auprès de nos politiques. Ça attend des financements puisque la fourmi manioc, c'est le principal fléau de la biodiversité qui attaque les fleurs, les fruits et les feuilles. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Une petite réponse à M. Rotin. Je vois que M. Rotin a résumé tous les obstacles de la transformation forcément liés à l'agriculture, le problème des normes, le problème de l'agriculture, les maladies, l'irrigation. Vous n'avez pas parlé du remplacement des agriculteurs qui est aussi un problème en Guadeloupe. Et ces fameuses normes, ces conditions en tout cas assez drastiques qui sont imposées pour la sécurité du consommateur, mais on a l'impression qu'elles empêchent aussi de se développer. Non? D'accord. On a innové en 2003, là, c'est pas trop. Ok. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un à distance voudrait prendre la parole? Je vois qu'il y a Nurio. Je ne sais pas si elle a demandé la parole, mais ce nom me parle puisque je crois qu'elle a utilisé des réseaux sociaux, notamment
pour justement lancer, je crois que ce sont des pâtes alimentaires à base de produits locaux. Je ne sais pas si elle veut prendre la parole, elle n'a pas levé la main, mais bon, voilà, si elle veut se présenter ou pas, puisque c'est une jeune entreprise. Bonjour. Bonjour à tous, Terence Pierrot, donc cofondateur de Nourio. Et merci pour l'invitation. Effectivement, donc on est une jeune entreprise, donc on est en pleine élaboration, donc finalisation de nos recettes, création de l'usine, etc. Donc c'est beaucoup de travail. On y est donc depuis 2019. Et comme vous l'avez souligné, on a utilisé donc les réseaux sociaux pour pouvoir développer, pour pouvoir en fait démarrer. Donc en 2020, grâce à la plateforme donc Tudigo, on a pu faire une campagne de crowdfunding et récolter les premiers fonds pour nous permettre d'investir dans notre entreprise. Donc ouais, c'était une aventure super intéressante et surtout qui montrait qu'il y avait un intérêt donc, pour ce genre de projet. Et ensuite que la communauté locale, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, ou même à l'échelle nationale, sont intéressés donc par l'agrotransformation, par les projets innovants et surtout sont solidaires, puisqu'on a pu récolter quand même plus de 520 contributions, donc qui représentent environ 22 000 euros. Ah c'était très très bien. Donc voilà, donc c'est un plaisir de vous présenter ça. Voilà, on attend très prochainement. Et puis pour l'actualité. Oui, vas-y, l'actualité, je veux bien. J'ai pas entendu. Justement pour l'actualité. Que là, ByCA, donc l'incubateur du Crédit Agricole, qu'on a pu intégrer le mois dernier. Et puis l'aventure continue. Hein. On est en pleine recherche par rapport au lieu d'implantation de l'usine, donc aux investissements. Donc pour tout ça, donc ça avance très bien. Puis on a hâte de faire goûter à tout le monde nos premières recettes. Ah merci, voilà une petite présentation. En tout cas, merci beaucoup et on continue à suivre vos aventures via les réseaux sociaux parce que j'ai été contributrice. Donc voilà, j'ai découvert Nourio comme ça, donc ça veut dire que aussi que les réseaux sociaux permettent justement de se faire connaître et peut-être que c'est un manquement aussi pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Alors, sur place, j'ai également, je vois un jeune homme à côté de moi, monsieur, vous allez prendre la parole, vous êtes venu à plusieurs, je crois. Moi, je passe la parole. Comme on ne veut pas parler, moi, j'interroge. Vous êtes à côté de moi, c'est à vous. Qu'est-ce que je dois... Alors, est-ce que vous avez un projet dans l'agrotransformation et quelles difficultés rencontrez-vous? Donnez-nous votre point de vue sur cette psychosée, sur votre travail au quotidien dans ce domaine. Écoutez, moi, c'est Lionel. J'ai une entreprise qui s'appelle Vanilio. Parce que beaucoup de personnes connaissent Madame Montrésor là-bas. Vanilio? Oui, c'est ça, Vanilio. On a créé cette année pas mal de sirops. On a fait le sirop d'herbe à pic, on a tout fait au feu de bois, on a changé la recette. On n'a pas mis d'alcool pour que tout le monde puisse consommer. On a fait des sirops à base de concombres et de tomates. On a fait pas mal de choses. On a décidé de faire ce que tout le monde ne faisait pas. C'est-à-dire que chez nous, on ne verra jamais un sirop d'ananas ou de passion. Mais par contre, on verra un sirop d'abricot pays avec de la vanille ou des choses comme ça. Donc à la base, l'entreprise, c'est une entreprise qui fait de l'import-export. On va chasser des épices à travers le monde, les ramène ici en repackage et on redistribue. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire que à travers tous les voyages, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes possibilités que les autres en matière de production. Donc là, je suis retourné à l'école et je me lance dans l'agriculture d'ici à l'année prochaine. Donc, alors, les obstacles, acquisition de foncier, très gros obstacles. Autre obstacle, politique, la politique environnementale qui est un gros frein, en fait, pour nous, les nouveaux, qu'il faut renouveler, en fait. On parle de nouveaux arrivants, de néo-arrivants dans le domaine de l'agriculture. C'est très compliqué, en fait, pour nous de s'installer. Très compliqué de mettre en place, en fait, les différentes démarches pour s'installer. On a l'impression que dans certains pays, il faut 3 papiers pour créer une entreprise. Nous, ici, malheureusement, il faut l'arbre généalogique de toute la famille. Et ça devient en fait compliqué.
Et pour ceux qui n'ont pas le mental, avant même d'arriver à l'Institut Pasteur et de payer en fait les tests pour les microbactériologiques, en fait, vous abandonnez bien avant. Donc ça, ce sont les freins, les barrières, si vous voulez savoir. Ensuite, nous, on n'en a pas forcément, puisque du coup, on n'en est pas à notre premier coup d'essai. Banidio, c'était une continuité. On a décidé de s'adapter dû au Covid. Donc, on a créé nous-mêmes notre site Internet par le biais de tutos, d'Internet et tout. On n'a pas dépensé, en fait, pour réinvestir, pour se réinventer. Donc, on a dû faire un site Internet, se lancer sur les réseaux et inventer des nouveaux produits. Pareil, il y a une dimension qui est très importante. Je vois plein de produits souvent sur les étals. Le marketing, c'est super important. Je vois l'étiquetage et tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des produits, de très bons produits, mais derrière l'image qui est envoyée par le produit, elle n'est pas forcément représentatrice du produit, en fait. Et on le voit parce que sur le marché local, ça peut fonctionner, puisque nous, on est adeptes de comme ça, malheureusement. Mais sur le marché international, nous, on vend 80% de nos produits à l'international. 80% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui. Et je ne parle même pas de la France. On parle d'Israël, du Kazakhstan, du Maroc. On s'est retrouvé en Russie récemment, au Qatar. Et en fait, pourquoi? Parce que derrière, il y a un travail qui est fait constant sur l'amélioration du produit, l'image qui est autour du produit et la façon de distribuer. Voilà. Merci beaucoup. Je vais désinfecter. Merci pour d'avoir relevé aussi le côté marketing des produits. Monsieur, c'est à vous. Je crois que vous aviez pas mal de petites choses à nous dire. Attendez, monsieur. OK. C'est ce que j'avais décidé d'entendre au début, parce que quand je suis venu, je vous ai bien dit que j'ai appris l'information ce matin à la radio et que, en disant à mon épouse que je me rendais quelque part à Jarry et que je ferai le détour ici à la bibliothèque pour en prendre connaissance et dire les choses aussi, parce que le sujet est extrêmement intéressant. Et d'abord, il s'agit aussi de saluer cette initiative de Cap Excellence à Groupa. Je suis venu, j'ai beaucoup appris. Ça me donne envie aussi d'aller sur le site et d'apprendre aussi. Je dois pouvoir dire aussi que j'ai entendu des choses extrêmement intéressantes. J'ai entendu M. Hautain, j'ai entendu Monsieur Hautain, d'abord, sur le plan de mon activité, c'est important de le dire. Je suis agriculteur depuis peu. Je dirais un an. L'épouse avait l'exploitation, j'étais collaborateur, j'étais à la retraite, elle a eu d'autres fonctions de l'administration, tout ça. Et puis, j'ai pris la relève en qualité d'agriculteur secondaire. Je fais de l'élevage. Mais je suis dans l'agriculture depuis 14 ans, en qualité d'entreprise de conseil. CGS Consulting, l'intelligence et mon consulting. Je vends de l'intelligence. Je suis un chasseur de politique publique, par exemple. Parce que l'État fait une politique publique, il y a la collectivité. Mon rôle, c'est d'observer quelles sont les défaillances de cette politique publique, quels sont les modes pour créer les dispositifs en termes d'ingénierie, de manière à ce que la politique publique puisse aller, qui s'est destinée aux agriculteurs, puisse atteindre son efficacité. C'est ce que fait CGS Consulting, notamment dans le domaine de l'élevage, de la traçabilité, parce que vous savez, en matière de traçabilité, il en a parlé, madame aussi, bien à cheval, puisque vous parliez de l'Institut Pasteur. Vous travaillez de manière étroite avec la Salim, j'imagine aussi, la Salim, dans la DAF. Bon, moi, je travaille avec eux, je travaille également sur les économiques. Bon, je veux vous dire que la question, le sujet est extrêmement intéressant. Venons-en directement à la traçabilité. La traçabilité. J'ai beaucoup apprécié votre intervention là-dessus. Et j'en ai parlé d'ailleurs tout en entrant avec madame. Je me rappelle, je dirais peut-être de la première ou deuxième édition de Joie Tradition. Joie Tradition. Et je suis parti d'ailleurs de l'association des agriculteurs de Béma, où on ne me voit pas dans des réunions, mais je suis autiste. Alors, j'ai reçu sur mon comptable, suite à un contrôle qui a été fait de la première édition, deuxième édition, après pas de Joie Tradition, il y avait une dame exposante, exploitante de GFA de Dupuis, qui vendait des sucres à coco sur le pays. Et on m'a envoyé sur le WhatsApp copie d'une lettre qu'elle a reçue suite à un contrôle
de la saline, qui lui demandait de bien vouloir fournir les informations concernant la composition des produits qu'il vendait, ceci avec des indications précises, hein, ceci, cela, et que dans un délai donné, bon, que si le DCN n'est pas fait, vous aurez le risque d'avoir une condamnation, je me trompe, de 30 000 ou 300 000 euros, mais il y avait des sirops là derrière. Alors, la première réaction, c'est que voilà, je me suis mis un peu à la place de cette dame, une agricultrice dynamique qui s'engage dans cette initiative-là, tu vois, tradition, et qui malheureusement, sans doute, il y avait une défaillance dans l'encadrement. Hein. Ce n'est pas la faute des organisateurs. Hein. Donc, quand on initie un projet comme cela, il y a toujours des ratés au début. Mais en tout cas, je pense que cette personne, cette agricultrice, elle a pris bonne note. Et maintenant, j'apprends que l'Institut Pasteur accompagne l'initiative en assurant les contrôles pour garantir la traçabilité. La traçabilité, je voulais bien participer à un débat là-dessus. Je vous dirai pourquoi, parce que bon, dans l'agriculture, les institutions, il n'y a pas de problème. À la Chambre d'agriculture, n'aime pas ces mots. Hein. Ah non, parce qu'il y a des choses qui se font. Je suis quelqu'un de très calme et que je condamne systématiquement. La traçabilité bovine, la viande, par exemple, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'Europe qui a fait ça. Ça s'est décliné au niveau des États et l'État, le ministère de l'Agriculture, a transféré ça dans chaque département au CDE, l'établissement départemental de l'élevage. Vous connaissez très bien comment ça se passe. Par contre, au niveau de la production issue de la diversification végétale, il y a à mon avis rien n'existe. J'ai été invité une fois à une réunion avec les jeunes agriculteurs, à la direction de la Chambre. J'ai eu à interpeller un intervenant faisant partie de l'organisation sur ce sujet-là. Il m'a dit, mais la traçabilité, il n'y a pas de problème. La traçabilité, c'est un produit Guadeloupe. C'est ce que j'ai dit. Ça m'a fait beaucoup de peine, je dis. Voyez-vous, l'État a organisé la traçabilité en matière de vente, mais par contre, tout ce qui est fruits et légumes, il n'y a pas de traçabilité. Et justement, c'est une question qui concerne beaucoup, je dirais, l'initiative du jour, le sujet du jour, qui concerne aussi votre tradition. C'est important, ça, la traçabilité. Or, la traçabilité en matière de fruits et légumes et tous les produits issus de la diversification, c'est un sujet qui est tout à fait abordable. Les solutions doivent venir de la Guadeloupe. Puisque l'Europe, l'État, ont fait la traçabilité en matière de bien animal. Mais depuis que, vous savez, la digitalisation, le numérique, s'est invité dans le secteur agricole. L'État a créé son espace, l'espace numérique. Chaque agriculteur a son espace numérique. Il y a un code d'accès. L'État vous donne le code. Quand moi, un agriculteur vient m'appeler, par exemple, pour le domaine en matière de calamité sécheresse, j'ai son code, je regarde, je vois tout ce qu'il produit. Je connais la terre. Donc, si nous pensons, par exemple, au fait des concombres, des tomates, si vos produits sont étiquetés, il y a des références en matière d'origine à partir de votre numéro de package, le système de contrôle, tout un système d'administration, chacun peut contrôler. La dame peut contrôler en allant directement sur votre espace. On va en terminer là-dessus très rapidement, mais je veux vous dire tout simplement que je suis très satisfait là-dessus parce que c'est une occasion pour moi de le dire. Et puis de préciser enfin que concernant ce que je disais, M. Houter, diminution de l'aide de la banane. Pas seulement la banane, l'élevage aussi, il y a des victimes. Il y a une dernière sortie, là, j'ai téléphoné à la DAF, on m'a précisé qu'ils ont demandé au ministère de l'Agriculture pourquoi ils arrêtent de financer en matière d'aide un certain nombre d'éleveurs. Il m'a été dit que le ministère n'a pas répondu. Donc, l'initiative a été de passer par un député pour que ces questions viennent au gouvernement quand on était moi, je le gouvernement là-dessus. Mais on ne va pas régler tous ces problèmes-là, mais il s'agit tout simplement pour moi de vous dire qu'il y a des problèmes énormes dans la structure. Je ne suis pas entré agriculteur pour ensuite voir le haut.
J'estime avec beaucoup d'humilité que je suis venu d'en haut et j'ai regardé. Et je vois le problème. Les problèmes sont considérables. Les problèmes concernent l'institution, les institutions. J'ai un regard très amer vis-à-vis de la Chambre. Je vois Chambre d'agriculture. Je pense qu'il doit être un organe essentiel dans cela. Ils me connaissent, parce qu'ils reçoivent souvent des notes de moi. Mais en tout cas, je ne veux pas monopoliser la parole. Il s'agit pour moi de vous dire que quand monsieur se plaint de son encadrement, il y a de nouveaux métiers aussi qui existent. Je vais vous dire maintenant, quand il y a des procès, je vais vous dire, on termine très rapidement, quand il y a des choses qui arrivent, mais quand il y a un avocat qui a, l'agriculteur est amené à un procès, mais l'avocat ne comprend pas les trucs de foncier, il est obligé d'appeler un conseil pour lui demander oui, qu'est-ce que ça signifie, etc. Il y a énormément de confrères, on aura tout à dire. Mais sachez, je vous exprime beaucoup ma grande satisfaction d'être là. Vous avez mon numéro, mon adresse email. Vous pouvez éventuellement faire part des informations. Ce serait très bien. C'est ce qui va être. Malheureusement, je vais rester très peu de temps parce que je vois ma fin. D'accord. Alors, je vais répondre rapidement. Ensuite, on va passer la parole à Madame Piquion, qui nous attend en ligne depuis un petit moment. Madame, patientez, on arrive. Oui, vas-y. En fait, c'était très court. Ce que je voulais dire, c'était pour adouber ce que M. disait. Il faudrait qu'il y ait des agriculteurs à la Chambre. En fait, des vrais agriculteurs. C'est très bien. On pourrait mieux se comprendre comme ça. D'accord. Plus d'agriculteurs, moins d'institutionnels. Madame Piquion, oui. Ah. Alors, Madame Ndoye va prendre la suite. Ensuite, Madame Piquion, on va lui donner. Ah oui, mais oui, elle passe un petit coup de fil, là, vitement pressé. Alors, Madame Ndoye, je vous laisse la parole pour vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je suis Madame Papoundoy, la dirigeante du Centre de formation et de conseil Objectif Qualité Guadeloupe. J'ai bien écouté attentivement tous les échanges. Effectivement, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de problématiques. Alors, je suis là aujourd'hui en tant que représentante d'un centre de formation. Donc, je voudrais juste préciser que les agrotransformateurs qui ont besoin de formation peuvent se présenter à notre centre. Nous avons souhaité, proposer déjà une formation que j'appellerais de niveau 1, c'est-à-dire permettre aux agrotransformateurs d'avoir déjà une idée générale de leur projet, savoir comment appréhender le projet, au lieu de, rechercher tout de suite des formations techniques. C'est bien de savoir techniquement, fabriquer une compote ou, mettre sous vide, etc. Mais je pense qu'il faut avoir un schéma global de où on va, d'où on part, on va, avoir tous les outils, justement, pour pouvoir avancer. Donc, c'est ce que nous proposons, donc, Objectif Qualité Guadeloupe. Ça, c'est une chose. Et je voudrais rebondir. Allô, vous m'entendez? Oui. Voilà, excusez-moi. Voilà. Après, je voudrais réagir aussi par rapport au travail que fait AgroPark. Vraiment, je salue l'initiative et j'ai mené aussi une petite réflexion justement sur les problématiques qu'on peut rencontrer. Et je crois qu'au niveau de l'agrotransformation et des agrotransformateurs, il faut vraiment travailler sur l'approvisionnement et les moyens d'écouler leurs produits. Alors, en matière d'approvisionnement, effectivement, il y a des agriculteurs locaux. Mais j'estime en fait que s'il n'y a pas de concertation dans la gestion du territoire, la gestion des espaces disponibles pour pouvoir apporter cette quantité de matières premières suffisante pour produire, je crains que ça bloque quelque part. Ça, c'est une chose. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y a eu des petits échanges un peu chauds entre agriculteurs et agrotransformateurs et je pense qu'il faut vraiment s'y pencher parce que tous les agriculteurs ne travaillent pas en étroite collaboration des agrotransformateurs. Je crois que nous allons vraiment, sans vouloir être pessimiste, mais c'est nécessaire de régler ce problème, en tout cas d'approvisionnement et de travail de collaboration entre les agriculteurs et les agrotransformateurs. Voilà. Et deuxièmement, pour parler donc de l'aspect distribution, nous parlons beaucoup en ce moment d'e-commerce. Donc, j'ai vu au niveau du projet d'AgroPark qu'il y a beaucoup la volonté de promouvoir les produits à l'échelle régionale. Voilà, donc ça c'est très bien. Mais j'ai quand même noté, et ça je le salue, la possibilité de valoriser les produits à l'export. Et je trouve que vraiment ça c'est quelque chose à vraiment ne pas négliger. Vraiment ne pas négliger, permettre donc à tous ces agrotransformateurs de pouvoir rendre leurs produits visibles à l'export et pouvoir, exporter en Europe, mais ailleurs. Vraiment, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur ces deux aspects. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Et encore, merci pour l'invitation.
Merci, Madame Endoy, très belle. Oui, bon. Attendez, j'entends. Est-ce que Madame Piquio est prête? Elle n'est pas prête. Ah, la technique. Madame Pommier, allez-y. Pour compléter ce que la précédente personne vient de dire, Cap Excellence est vraiment engagé dans une stratégie alimentaire, comme on vous l'a montré, qui revêt différents aspects. Il n'y a pas d'agro-transformation sans agriculture. Si on développe, et on voit que l'agro-transformation va très vite, je dirais même plus qu'il y a de nouveaux arrivants sur ce marché qui ont tout de suite en tête l'export, le packaging, les stratégies, etc. Mais si on fait ça sans l'agriculture locale, si c'est pour continuer à exporter, je ne vois pas l'intérêt. Après, je comprends, hein, il y a une unité économique à développer. Et si l'agriculture locale ne joue pas le jeu, les transformateurs ils vont se passer d'agriculture locale. Donc, on est obligé, je pèse le mot, on est obligé de marcher ensemble. Si on transforme des produits, on parle de valeur ajoutée, de savoir-faire, etc., mais avec les produits des autres, ça sert à quoi? Donc, la structuration de la filière, c'est forcément la maîtrise de la matière première agricole locale, mais c'est aussi l'accompagnement financier, l'accompagnement sanitaire, l'accompagnement en formation et forcément aussi la préservation de notre environnement. Ce ne sont pas des discours qui n'ont pas de portée, tout le monde en parle, ce n'est pas pour rien. Et la Guadeloupe n'échappe pas forcément à la protection de son environnement. Donc, j'insiste pour dire, parce que souvent on a l'impression que ce sont deux univers séparés, il n'y a pas d'agro-transformation sans agriculture. Maintenant, il faut que les deux parlent d'une même voix, parce que sinon, ça ne sera pas un challenge gagnant-gagnant, et tout le monde aura à perdre. Oui, monsieur, je vous emmène le micro tout de suite. Alors, je me présente. Je suis monsieur Tyrolien. Je suis sur le GFA de Birmingham, sur le territoire de Bémao, et je suis en agriculture depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, j'ai créé l'espace que j'ai créé, c'est un espace agro-environnement et jardin créole, fruits et légumes de saison, et avec un objectif de vente à la ferme qu'on a déjà commencé. Malheureusement, je rejoins le jeune homme là qui a parlé au niveau. Oui, je dis jeune homme. C'est pas péjoratif du tout. Et je le rejoins de ce sens qu'il n'y a pas de vrai projet agricole pour la Guadeloupe. Il n'y a pas de vraies instances dirigeantes qui s'intéressent vraiment à l'économie et au devenir de l'agriculture guadeloupéenne. Je dis ça parce que j'ai eu beaucoup d'écueils au niveau de la Chambre, au niveau de la DAF, au niveau de toutes ces instances dirigeantes. En fait, quand j'ai créé mon entreprise, elle existe et elle est florissante, avec des problèmes quand même. Avec de l'huile de coude, hein, uniquement. J'ai été aidé par personne, en général. Le plus souvent, comme je me disais, les subventions et compagnie, en fait, quand on a l'impression que c'est à la tête du client que les subventions tombent, on vous demande beaucoup, énormément beaucoup, d'être en règle de tout. Bon, on dit qu'on est en France, on est dans l'Europe, on est tout ce que vous voulez. Mais on sait très bien tous les problèmes des départements d'outre-mer, toutes les difficultés qu'on rencontre pour pouvoir avoir des marchés, toutes les concurrences déloyales aussi qu'on rencontre. Hein, parce que tout à l'heure, vous avez dit ce serait dur de dire qu'on fait de la grande transformation en Guadeloupe et qu'on utilise uniquement des produits qu'on puisse utiliser peut-être dans l'avenir, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent entreprendre dans la transformation, qu'on aura tout, comment dirais-je, en fait, quand on parlera d'agro-transformation en Guadeloupe, mais sans les produits guadeloupéens.
alors que les produits guadeloupéens sont là, ils existent, ils peuvent multiplier, hein, ils sont comme les petits pains, comme la multiplication des petits pains. Il suffit simplement de donner aux jeunes l'outil et les conseils et les formations convenables pour être des chefs d'entreprise, mais aussi de vrais agriculteurs qui font attention à leur environnement, à la terre, parce que la terre, c'est une mère nourricière, la terre. Hein. La terre pour beaucoup de personnes. Et puis c'est vrai qu'au départ, quand on s'est installé, on nous a installés dans l'agriculture intensive, parce qu'il fallait produire. Il fallait produire à tout prix. Donc, ça nous a donné toutes les dérives hein, qu'on connaît, hein, la pollution des sols en tout genre, parce qu'on parle de chlordécone, mais la pollution des sols aussi, en engrais, en tout et n'importe quoi. Alors que normalement, si on avait considéré que la Guadeloupe, c'était à la fois un petit territoire, mais un territoire très riche en diversification déjà, qui existait déjà, hein. On n'invente rien, la diversification existait. Nos grands-parents ont toujours produit, mangé sainement en jardin créole, sur des petites surfaces, hein, et ils arrivaient à produire non seulement pour la famille, mais produire aussi pour le voisinage, parce qu'il y avait de l'échange entre voisins. Là, on revient justement à ce système de jardin créole. Comme je vous ai dit, mon exploitation, j'ai pris exemple du jardin créole pour faire mon exploitation. C'est-à-dire que mon exploitation, c'est un immense jardin créole où il y a des fruits, des légumes, des plantes, des fleurs, enfin, tout ce qui consiste au jardin créole. J'étais comme tout le monde, parce que peut-être, je ne sais plus, hein, si les nouveaux exploitants, on leur demande de faire 60% en cadre, je ne sais pas, quand ils s'installent, je ne sais pas si c'est maintenu ou pas. Mais je trouve que c'est une absurdité. Bien que je maintienne la production de la canne en Guadeloupe, la production de la banane en Guadeloupe, parce que ça fait partie du paysage de la Guadeloupe. Enlever canne et banane, le paysage qu'on aura sûrement, ce sont les maisons. Et ce n'est pas un paysage pour un territoire, pour moi. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui partent dans le même système de plantation d'arbres fruitiers et en Guadeloupe. Donc, ça fera peut-être aussi le paysage futur de la Guadeloupe, si jamais la canne et la banane rencontrent le futur. OK. Juste, vous n'avez pas fini, je vous laisse terminer. La place aux autres. Donc, je disais qu'effectivement, pour qu'on puisse pouvoir avancer et pour qu'on puisse pouvoir atteindre l'objectif constructif, il faudrait donner plus de facilité aux jeunes pour s'installer, plus de facilité et essayer d'aplanir tous les papiers, les machins redondants, fatigants, voilà, qu'on leur impose. Et comme il a dit aussi, il faudrait aussi qu'il y ait plus d'agriculteurs responsables à la tête des instances et moins de personnes qu'on dépose là, ne serait-ce que pour 3 jours, 2-3 ans, et que demain, on se retrouve le bec dans l'eau parce que ces personnes ont juste fait et demandé ce que l'Europe demande, et pas les réalités de ce qu'est le territoire de la Guadeloupe. Rapidement. Vas-y. Alors, juste Madame Piquion est prête, donc je te laisse, voilà, très rapidement. Alors, je vais remercier. Oui. Vous m'entendez? Tiroliard, c'est ça? J'espère que j'aurai l'occasion et la chance de pouvoir visiter votre exploitation. D'accord. Alors, très rapidement, oui, bah, évidemment, 60% de canne, ça, non, on ne kiffe pas, parce que tout l'espace qui est occupé par ces monocultures, à un moment, quand on parle de renouvellement, moi, j'ai envie de dire qu'il y en a marre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nourrir une population avec de la canne et de la banane. Il faut pouvoir planter autre chose. Le principe du jardin créole, d'ailleurs, c'est sur cette même base que j'ai monté mon projet agricole. Pour répondre à votre intervention tout à l'heure, je suis agrotransformateur et agriculteur. Aujourd'hui, donc, je produis ici en Guadeloupe du café, du cacao et de la vanille. Maintenant, quand on parle d'utiliser ce qui vient de l'extérieur pour venir ici, je vais vous donner un exemple simple.
Quand on est agrotransformeur, qu'est-ce qu'on fait? On a une idée, on met en place une recette, on transforme, on modifie. Mais on a besoin de quoi après ça? De contenants, d'étiquetage, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a à un moment donné un projet où il y a une usine où on va faire je sais pas, du plastique, c'est plus à la mode, mais de la verrerie en Guadeloupe? On en est capable, on a des ingénieurs qui sont partout dans le monde entier et on n'a pas ça. Évidemment, mon verre et mon plastique, je vous le dis en toute honnêteté, il vient de Chine ou d'Inde. Donc, on ne peut pas me dire non. Ça va dans des problèmes qui sont au-delà de ça, parce qu'on est sur de l'impact. En plus, quand je fais venir mon verre de Chine ou de l'Inde, je le fais venir en Guadeloupe et ensuite mes produits repartent à l'étranger, je suis conscient de l'impact carbone, par exemple, que j'aurai sur la durée de vie de mon produit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On n'a pas d'autres possibilités. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, Madame Piquion, je vous laisse la parole parce qu'on a travaillé pour que la connexion passe, que tout se passe bien. Madame Piquion, je vous laisse la parole pour vous présenter. Très bien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir communiquer un peu avec vous, malheureusement sur la fin, parce que j'ai eu de gros problèmes de connexion. Eh bien, j'ai envie de vous dire à tous que ce que nous sommes en train de faire là, initié par Madame Pommier de Cap Excellence, c'est fondamental et c'est extrêmement important. Les derniers mots que j'ai entendus, c'est de faciliter les jeunes, les inciter à s'installer. En tout cas, j'ajouterai à cela que je suis tout à fait d'accord dans cette phase-là, mais avec une formation et un accompagnement réel au point de vue, premièrement, la qualité de la formation, la simplification des formalités administratives, et puis c'est vrai, mettre les agriculteurs bien formés à la tête des institutions concernées, parce que eux, ils connaissent mieux que tous les carences du phénomène agricole, de l'Assemblée agricole, des agriculteurs qui en fait ont énormément de difficultés administratives pour s'exprimer, mobiliser des fonds, obtenir des formations. En deux mots, obtenir un accompagnement solide et pérenne. Donc, quand tout à l'heure, l'intervenant qui vient de nous dire qu'il est agrotransformateur et agriculteur, je trouve ça extrêmement important. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il s'est rendu compte que s'il voulait agrotransformer, il fallait que lui-même, en fonction des normes et de son savoir-faire, qu'il mette en place la matière première pour avoir une agrotransformation correcte, durable, pérenne et en tout cas suffisante pour notre territoire. En ce sens, je pense que ce qui est nécessaire, c'est qu'ensemble, nous fassions une grande assemblée, qu'on fasse un bilan des problèmes et des solutions à apporter, qu'on mette en place en face des problèmes des solutions et que l'on ne se lâche pas et que l'on ne se contente pas d'éticoser, mais qu'on mette en place un plan Marshall pour faire avancer l'agriculture guadeloupéenne, puisqu'il y a un intervenant aussi qui a dit que nos familles déjà faisaient des jardins créoles, et c'est tout à fait vrai sur un petit bout de terrain. Il s'agit maintenant de se perfectionner, de mettre en place avec la DAF, avec la Chambre d'agriculture, avec les institutions concernées, la région, les fonds à mobiliser, et tous ceux qui ont envie de faire de l'agriculture une agriculture raisonnée, à défaut de bio sur tout le territoire, mais en tout cas raisonnée, donc saine pour la santé du territoire du pays Guadeloupe, et qu'ensemble, nous diversifions, nous continuons à diversifier notre production agricole avec l'aide de l'INRA, vraiment de toutes les institutions que nous devons mobiliser. Parce que pour le moment, nous sommes un peu trop théoriciens, je veux dire au point de vue administratif, au point de vue institution agricole. Il faut maintenant être pragmatique, savoir à partir de notre projet de territoire quels sont nos besoins, quelles sont nos carences et qu'est-ce que nous pouvons apporter aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, qui ont déjà ouvert la voie. Donc, personnellement, je compte sur vous pour que l'on se revoie et qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on sorte un projet qui tienne la route, quitte à le faire monter jusqu'à l'Europe, à Bruxelles, et qu'on fasse quelque chose qui soit vraiment solide. Mais pour ça, il faut une volonté très forte et je dis que nous savons tous que là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Voilà en gros ce que je voulais dire, mais je suis très, très contente de pouvoir échanger avec vous, même brièvement à la fin de cette rencontre. Mais il y en aura d'autres et je serai là physiquement pour être à vos côtés et pour mettre en forme ce que nous voulons faire et tenter de le réaliser à tout prix. Vous n'avez pas dit qui vous êtes, Madame Piquion? Alors, je suis tellement passionnée que je m'oublie moi. Je suis Liliane Piquion, en charge de la commission économique de Cap Excellence et de l'innovation des entreprises. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup cogiter et que nous innovions avec ce que nous avons parce que nous avons d'immenses possibilités sur notre petit territoire. Donc, la voie est ouverte. On va continuer ensemble et bienvenue et n'éteignons pas la flamme, continuons à avancer ensemble. Donc aujourd'hui, on a eu de très, très belles interventions. Est-ce qu'il y a rapidement un autre agro-transformateur dans l'Assemblée à distance? Sinon, je crois que M. Barbarassin voulait nous dire quelque chose. Oui, rapidement, comme j'ai dit, notre obligation sur pied de l'équité, donc je n'ai pas eu de questions sur l'édition de joie de tradition. Simplement, me présenter, j'ai oublié de faire aussi comme Mme Piquion. Donc, je suis Woody Barbarassin, je suis le directeur de l'animation territoriale des sports de Cap Excellence. Donc, nous pilotons dans nos compétences animation économique, la manifestation joie de tradition et aussi annoncé comme le sujet aujourd'hui, c'était les fruits et légumes. Nous avons reçu 14 dossiers d'inscription pour les fruits et légumes et les 14 dossiers ont été retenus. Voilà, donc c'était une note positive par rapport à cette matinée. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je suis obligé de partir. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, d'avoir pris le temps de venir avec nous aujourd'hui. Rendez-vous à Joie Tradition pour faire votre marché et découvrir des produits agro-transformés moi-même en Kéla. Donc, on va continuer, enfin non, on va pas continuer, on va clôturer. D'ailleurs, ce petit causé qui était super intéressant. Du coup, on est parti sur 2 heures d'échange, c'était génial. Madame Pauquier, je vous laisse la parole. Moi, ce que je retiens dans ces rencontres de Ticosé, on est à la 5e édition, c'est le potentiel qui est en web. C'est impressionnant. Alors, on ne s'est pas contenté des Ticosé, on a fait tout le territoire. C'est impressionnant, les initiatives qu'il y a en Guadeloupe, mais il ne faut pas que ça reste des initiatives, il faut vraiment que nous, publics, on puisse en tout cas, avec les privés qui sont vraiment investis dans ces filières, mettre en place ensemble suffisamment d'outils pour que ça soit facile de produire, d'exporter et que les initiatives privées ne s'essoufflent pas. Parce que pour un tel projet, pour une telle structuration, on doit faire ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est bien pour ça que l'agroparc s'appelle Cultivons nos talents, parce qu'on a un potentiel énorme en Guadeloupe.